Un groupe qui est assez apparenté aux diptères, ce sont les mécoptères. En anglais, on les appelle les scorpion fly. C'est pas pour rien. Elles ont un appendice spécial, vous voyez ici. C'est en fait en forme comme une espèce de grosse pince comme ça. Et puis l'appendice, il est recroquevillé vers l'intérieur. Donc, ce qui lui donne un petit peu une apparence comme un appendice, un métasoma, là. Donc, l'allongement de l'abdomen comme les scorpions. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la mouche scorpion. Ou, en tout cas pour celle-là, c'est la panorpe. Donc, c'est la famille qui suit. Je vais démarrer le diaporama, ça va aller encore mieux. Donc, les mécoptères ont un cycle de vie qui est holométabole. Donc, ça, c'est comme les papillons, donc il y a une métamorphose entre les deux. Il y a un état de chrysalide, si on veut, ou de pupe. Les larves des mécoptères, on ne les trouve pas souvent, à part si vous faites du tamisage de litière de forêt, là, donc le sol, les feuilles, vous n'allez pas en voir si vous ne faites pas ça. Donc, c'est ça, ils pondent vraiment dans matière en décomposition et les larves vont manger justement ça, des morceaux de lignine, des feuilles, des champignons et parfois même d'autres insectes morts ou d'autres organismes morts. Et donc, ils mangent quand même pas mal de choses. C'est une famille qui est, en fait, c'est un ordre. Donc, c'est un ordre qui contient plusieurs familles. Et puis, je dis famille parce que ça, c'est une panorpe dans la famille des panorpidés. Tous les mécoptères, on peut les reconnaître surtout à cause de cette espèce de prolongement. On dirait une espèce de museau, quasiment un museau de cheval là, qui est allongé, okay, qui commence juste après les antennes. Et au bout, on retrouve les mandibules. Donc, si vous voyez quelque chose qui vole, qui a quatre ailes, hein, pas comme les mouches, là, donc qui ont deux ailes, mais eux, ils en ont vraiment quatre. Si vous voyez quelque chose qui a un prolongement, une face comme ça, puis au bout, il y a des petites mandibules, c'est peut-être justement un mécoptère. Et donc, il y a quelques familles, les panorpidés, les boréidés qui sont super intéressants, on va en parler, les vidacidés et les méropéidés. Pas le temps de parler des méropéidés, mais il y a une de nos membres qui a attrapé Méropus, un grand mérope. Ils sont vraiment jolis au piège lumineux. Diane Labarre, je pense, qui a capturé ça au piège lumineux il n'y a pas si longtemps de ça. Donc, une espèce relativement peu commune. Justement, les panorpes, et c'est probablement les mécoptères les plus communs que vous risquez de voir le plus souvent. On les retrouve souvent dans l'arrière, si vous avez une cour arrière, dans la cour arrière, peut-être là où il y a plus d'ombre, là où c'est plus humide. Ils vont manger toutes sortes de proies. Ils peuvent être charognards. On peut même aller voler les proies dans les toiles des araignées. Donc, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils volent, il faut qu'ils fassent un petit peu de surplace, qu'ils se promènent sur les toiles d'araignée sans se faire attraper et pouvoir décrocher justement les proies de la toile en grugeant justement les brins de soie qui immobilisent la proie dans la toile d'araignée. Donc, ils arrivent à faire ça, ils arrivent à trouver une certaine alimentation là-dedans. Il ne faut pas qu'elle soit trop pourrie non plus, donc il faut qu'elle soit assez fraîche. Donc, il y a toute une sélection des proies à ce niveau-là. Comme je disais tantôt, l'appareil génital des mâles, en tout cas pour les mouches scorpions, il est justement il est presque, comment dire, pas enflammé, je dirais, mais beaucoup plus élargi. On dirait des petites pinces comme ça. Donc, la mouche scorpion arrive à prendre le bout de l'abdomen de la femelle et elle arrive à l'immobiliser pour justement lui laisser assez de temps pour son accouplement. Il y a plusieurs espèces. Ceux que vous risquez de voir le plus souvent en forêt, souvent vers la fin de l'été, c'est Panorpa surfurcata. Et ils ont des ailes avec toutes sortes de motifs comme ça, noirs. On peut les voir, on les reconnaître comme ça. Les mâles, et d'ailleurs de la plupart de la famille, de l'ordre, excusez-moi, des mécoptères, offrent des cadeaux nuptiaux. C'est quoi ça? En fait, le mâle, pour lui donner un petit peu plus de chance pour réussir à avoir une femelle pour lui permettre justement de l'occuper, parce que les femelles sont assez farouches dans ce groupe-là. Et pour occuper la femelle, pour laisser le temps au mâle de l'accoupler, il va lui donner un cadeau. Ce cadeau-là peut être une proie, peut même être une espèce d'amas gluant qui va sécréter ou qui peut même aller chercher dans la nature, mélanger avec sa salive et la donner à la femelle. La femelle, le temps, des fois, qu'elle déballe tout ça, donc quand ils vont chercher notamment des proies dans les toiles d'araignée, le temps qu'elle déballe tout ça, le mâle va avoir le temps de faire son accouplement. Et même quand c'est un amas gluant comme ça, la femelle va essayer de voir, bon, ben, est où la portion nutritive dans cette affaire-là?
Et puis souvent, il y a une stratégie justement, quel mâle va être capable de donner le meilleur cadeau nuptial pour être en mesure de pouvoir fertiliser les œufs à l'intérieur de l'abdomen, en tout cas pour donner assez de spermatozoïdes dans la spermathèque de la femelle. Donc, des insectes très intéressants. Ici, je vous ai mis un petit vidéo justement d'une mouche scorpion, d'une pana. On va la voir justement vibrer de son abdomen ici. Un comportement qui n'est pas super connu quand même, mais ils arrivent à vibrer puis à faire, il doit y avoir une femelle pas très loin. Il va vibrer là-dedans. On la voit bien avec les ailes. C'est vraiment joli. Ils sont orange vers l'avant. Et puis, sur les mâles, ils ont un abdomen qui est rougeâtre, orangé comme ça. Donc, et ça ne pique pas, hein, même si ils s'appellent des mouches scorpions, c'est vraiment totalement inoffensif. Et c'est très joli. On peut les prendre ça fait des très belles photos. Ensuite, on a un autre groupe. Je les ai joints ensemble, les bitacidés et les boréidés. Les bidacidés, on les appelle en anglais les hanging flies. Pourquoi? Parce que les femelles, tant comme les mâles, ont l'étrange habitude de se laisser percher les pattes, donc à l'envers et par les pattes arrière, justement. Et ce qui est particulier, on dirait des espèces de tipules, pour ceux qui se rappellent de la semaine passée, lorsque je parlais justement des tipules chez les diptères, on dirait une grosse tipule, mais elle a vraiment 4 ailes. Donc, si vous voyez une espèce de gros maringouin qui ressemble à une tipule, mais que vous comptez 4 ailes, bien, si vous avez peut-être trouvé justement un bitacidé et probablement justement du genre Bitacus. Donc, c'est ceux qu'on trouve le plus souvent au Québec. C'est pas commun quand même. On ne les retrouve pas souvent dans les collections. Les gens n'arrivent pas souvent pour me dire « Ah, j'ai attrapé un Bitacus ». On les voit surtout dans des forêts matures, à l'ombre. Et puis, il faut que souvent des habitats peu perturbés par les activités humaines. Et puis, ce qu'ils ont de particulier, c'est que les tarses, et là, on va essayer de répéter un petit peu ce qu'on parlait lors de la première séance, les tarses, ce sont les segments hein, au bout de la patte. Et les tarses de cette famille-là, ils sont très préhensibles. Donc, quand on voit des photos ou des vidéos, on les voit qui tournent, ils font un tour des fois sur une brindille, puis font un autre tour. Ils sont très longs comme ça. Ils vont se servir de leurs tarses pour attraper en vol des proies. Donc, ces tarses-là sont aussi munies d'une griffe qui leur permet de bien s'accrocher et justement d'agripper les proies. Donc, que ce soit une petite mouche, un petit papillon, ils vont attraper comme ça des proies en vol. Ils vont les grignoter un petit peu et les mâles, en tout cas, vont les prendre et les donner justement aux femelles. Et là, le mâle va pouvoir accoupler la femelle sans trop de difficultés. Ici, les boréidés sont vraiment intéressants. Vous voyez, on a encore le rostre, hein, donc qui est caractéristique de cet ordre-là. Les boréidés, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont capables de vivre, de marcher sur la neige en hiver. Donc, on les voit dans les mois d'hiver, donc pas souvent en novembre, là, mais des fois, c'est plus de février jusqu'à mars, des fois avril, tout dépendant. Mais il y en a en avril de temps en temps. Et puis, ils vont vraiment être observés beaucoup plus dans les températures entre 0 et 5 degrés. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Et ils ont cette capacité-là de produire du glycogène. C'est une espèce de substance sucrée qui empêche les cellules de l'insecte d'éclater avec l'action de gel de l'eau qui est contenue dans son corps. Donc, ça lui permet de survivre et justement, bien, lorsqu'on sort et on s'accouple et on fait une bonne partie de son cycle vital, en tout cas au moins une partie dans les mois d'hiver, bien, on s'assure d'avoir beaucoup moins de prédateurs à nos trousses. Et donc, c'est la stratégie qu'empruntent justement les membres de cette famille-là, les boréidés. Et là, je vais vous montrer ici une magnifique vidéo d'une espèce qui n'est pas exactement la même, mais qui est très proche de Boreus humeralis, l'espèce qu'on a au Québec. Donc, regardez ça. Je vais couper le son ici. La vidéo commence, il montre en fait justement le comportement que je vous avais commencé à vous expliquer tantôt, qui est l'appendice génital des mâles est muni d'une pince. Et là, il arrive à agripper une patte. Donc là, il a pris une patte le mâle, il a trouvé une femelle, il veut absolument qu'elle ne parte pas. Donc, il ne veut pas la laisser partir puis qu'un autre mâle puisse faire sa besogne. Et donc, il a grippé. La femelle, elle ne semble pas catcher qu'il est là puis qu'il veut faire quelque chose. Vous allez voir qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut faire grimper la femelle sur son dos. Parce que sur son dos, il a deux petites structures ici qui sont en fait ses ailes modifiées. Là, elle commence à comprendre. Elle va grimper tranquillement
il essaie de la convaincre en twistant son abdomen, en la faisant agripper pour qu'elle monte un peu sur son dos. On va avancer un peu la vidéo parce que c'est quand même long. Et là, bon, là, elle ne veut pas, elle fait traîner son mâle comme ça, mais il va l'avoir. Il va l'épuiser même à un certain point. Et là, tranquillement, elle va commencer à grimper sur son dos. Ça ne sera pas long. Et voilà. Donc, lorsque la femelle est épuisée, le mâle, là, il commence à la traîner. Et dans cette action-là, vous avez vu qu'il a agrippé la femelle plus par une patte, mais bien par, il a réussi à se, comment dire, se plugger sur les parties génitales et hop, il l'a fait. Une fois que la femelle est sur le dos, elle se met en position, vous voyez ces espèces d'ailes durcies comme ça qui remontent vers le haut et y arriver. Il a agrippé en fait le proboscis, le prolongement de la bouche de la femelle et on voit très bien la position. Donc, on a les deux ailes ici qui sont modifiées avec cette structure-là. Ça agrippe le museau de la femelle ici. Et puis là, ben, la femelle, elle est bien contentionnée et elle remet ses pattes vers l'intérieur. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle ne fait rien. Elle fait juste s'accoupler avec le mâle et le mâle peut la porter comme ça pendant plusieurs mètres jusqu'à un endroit où elle va pouvoir pondre ses œufs tranquillement. Donc ça, c'est vraiment fascinant. C'est des beaux comportements à voir si vous avez la chance de voir ça lorsque vous faites du ski de fond, de la raquette et qui fait un petit peu plus que 0 degré Celsius. Maintenant, pour les bitacidés, vous voyez donc la mouche qui est suspendue comme ça, accrochée par ses tarses, par une patte ou deux. Et puis, le mâle ici a attrapé une mouche qui l'a grignotée, donc il l'a tuée. Il la donne, donc il l'a mis sur ses pattes arrière. Il va l'offrir à la femelle qui est en face. Et hop, merci, bonsoir. Et là, il va pouvoir justement accoupler la femelle pendant qu'elle est occupée à manger le cadeau nuptial du mâle. Donc, ça, c'est pour les bitacidés et les boréidés. Et parlant de cadeau nuptial, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, en fait, ce n'est pas dans les groupes qu'on est supposé aborder, mais c'est de la semaine passée. Je n'ai pas pu les aborder parce qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les groupes, mais il fallait absolument que je vous montre ces mouches-là, les balloon flies qu'on appelle en anglais, ou les ampididés, une famille que j'ai passé sur le bord de parler la semaine passée, mais des fois, ça manque de temps. Je vous en montre ici un petit vidéo. C'est le même principe, ce sont des cadeaux nuptiaux. Ces mouches-là fabriquent une espèce de substance, donc ils mélangent leur salive, ça fabrique une petite mousse et ils font une espèce de boule comme ça qui sèche avec le temps. Et lorsqu'ils partent en vol avec leur ballon, si on veut, ils peuvent justement prendre beaucoup plus d'altitude. Ben, en tout cas, dans certaines d'altitude, on parle de quelques mètres, là, quand même pas plusieurs kilomètres dans les airs. Et donc, ils vont faire justement, ils vont parader comme ça en forêt, en groupe, et ils vont vouloir offrir cette ballonne-là à une femelle. Et pourquoi? Ben, la femelle va penser que c'est une proie, elle va essayer de déballer le cadeau. Et le temps qu'elle fasse tout ça, avec ses petites pattes et sa bouche, le mâle va avoir le temps d'accoupler la femelle comme ça. Donc, une autre sorte de cadeau nuptial. Maintenant, un autre groupe qui est associé, si on veut, aux mouches, en tout cas au niveau génétique, phylogénétique même, ce sont les siphonaptères. Qu'est-ce que c'est ça des siphonaptères? Vous l'avez peut-être vu si vous regardez ici à droite, ce sont les puces. Donc, les puces, là, on les voit de côté, hein, mais lorsqu'on les voit de face ou de haut, ils sont vraiment plus minces. Ils sont vraiment bien fuselés, bien adaptés à aller justement à pouvoir bouger dans du pelage, du poil ou même des plumes. Donc, on les retrouve principalement sur les mammifères et sur les oiseaux. Ils ont un cycle holométabole. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une portion qui est métamorphose, donc une espèce de pupe, une chrysalide qui se forme, et puis de là va sortir l'adulte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une larve de puce, j'en ai pas vu souvent moi-même. Eh bien, ça ressemble comme à une larve un petit peu, justement, de mouche, donc une espèce d'asticot blanc. Et ils ne vont pas se nourrir, les asticots, les larves, ne vont pas se nourrir de sang comme les adultes. Donc, vraiment, là, les adultes se nourrissent de sang. Les larves, eux, vont se nourrir parfois des excréments des adultes, vont se nourrir d'esquamation, de peau, donc un petit peu de peau qui se retrouve pas loin du nid, par exemple du chat ou du chien ou même du nid d'oiseau, par exemple. Ils vont se nourrir de toutes sortes d'affaires, ils vont faire leur espèce de cocon et l'adulte va sortir.
Ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que les puces ont vécu avec l'homme depuis très longtemps. Et puis maintenant, on sait bien que la puce de l'homme, Pulex irritans, est une des espèces de puces qui a été vectrice de la peste noire au Moyen Âge, si vous ne connaissez pas, qui a décimé plusieurs millions de personnes dans cette portion-là de l'humanité, dans ce temps-là, dans cette ère-là de l'humanité. Ils peuvent sauter assez haut, donc ils peuvent changer d'hôte assez rapidement, donc avec des sauts qui peuvent aller jusqu'à 30 cm et plus. Donc, ils vont sauter soit lorsqu'ils sont perturbés, si vous passez le peigne dans votre chat ou de votre chien, ou lorsqu'ils veulent changer d'hôte. Donc, l'hôte est soit, soit il y a une population qui est trop dense dans un animal, ou soit finalement qui se sont fait un peu pour chasser ou que l'animal a gratté, bien là, ils vont sauter puis ils vont changer d'hôte de la sorte. Je vais vous montrer une petite vidéo, justement, qui montre, encore une fois, c'est PBS Deep Look. Donc, si vous avez de la chance de les voir ça, on va les regarder ensemble, comme ça, vous avez mes commentaires en même temps. Donc, pour que vous voyez ici, je voulais vous montrer. Vous avez vu une photo de côté, mais vraiment de haut, elle est vraiment beaucoup plus mince. On va le voir tantôt, c'est muni de poils, hein? Donc, de poils qui, en fait, aident la puce à rester justement dans le pelage. Donc, elle peut se frayer son chemin. On les voit, les petits poils ici, les petits bristles. Donc, une fois qu'elle est bien enfoncée, même s'il y a des mouvements, il y a la patte du chat qui essaie de l'enlever, ben, elle est vraiment bien imbriquée là. Elle ne va pas se sauver facilement. Donc, on va le voir ici. Vous voyez c'est des gros poils, en fait, on dirait des éperons. On peut les appeler des éperons, mais en fait, c'est des gros poils modifiés qui lui permettent de rester en place. Et même si vous essayez de la squisher, comme on dit, de l'écraser, ben, elle survit, elle a des plaques comme ça qui lui permettent de vraiment bien résister à de la pression, à de la gratouille de vos animaux. C'est vraiment une belle machine, justement, qui a évolué avec toutes sortes de perturbations, dont justement des attaques physiques. Donc, lorsqu'elle est prête, les femelles vont pondre des œufs comme ceux-ci. Ils vont souvent, ils peuvent les pondre soit sur le lit, là où se retrouve souvent l'animal, ou carrément dans le pelage parfois, mais souvent, justement, pas loin de là où l'animal passe la nuit ou se retrouve souvent, donc dans la nature. Parfois, ils ont des terriers, etc. Donc, ça va être entre autres là. Ceux qu'on retrouve le plus souvent, c'est les puces du chat ou les puces du chien, mais il y a des puces sur plein d'animaux, puis il y a même une spécialisation pour certains animaux, dont il y a la puce de l'écureuil, entre autres. Et là, vous voyez justement les larves qui sont en train de se nourrir d'excréments des adultes, en fait. Et lorsqu'elle est prête, elle va faire son cocon, et elle a amassé comme ça des petites roches comme. Et si vous avez un chat ou un chien puis qui est infesté de puces, regardez aussi laver justement là où il va se coucher, donc dans la cage. Ça va vous permettre d'enlever au moins une génération de futures puces. Et ils sont capables de sauter très haut comparativement à leur taille. Donc, l'équivalent pour, on utilise cette comparaison, l'équivalent pour l'humain, si on pouvait sauter comme des puces, c'est l'équivalent de l'Empire State Building. OK? Donc, ils ont vraiment une capacité, ils ont une espèce d'encoche ici dans leur patte arrière et une accumulation d'une protéine spéciale qui s'appelle la résiline. Je n'ai pas obligé de retenir ça. Et puis, une fois qu'il est dans l'encoche, il y a une pression qui va commencer à grandir et comme un piston hydraulique, hop, ça va être relâché tous en même temps et là, la puce va pouvoir sauter et aller très loin. On va en voir une. Et lorsque l'encoche a défait et que là, il y a un relâchement justement des muscles, donc de la protéine, et là, hop, il va sauter comme ça. Et et piou. Et les pattes sont gardées comme ça vers l'arrière. J'imagine que ça lui donne un petit peu de direction pendant qu'il est dans les airs. C'est caractéristique des puces, les pattes vers l'arrière lorsqu'ils sortent. Et de plusieurs autres insectes, dont les criquets d'ailleurs aussi. Et parlant de criquets, on est rendu là. Les criquets, ils sont. Et là, quand on parle de criquets, grillons, tout ça et compagnie, sauterelles. Et là, je tiens à faire une petite rectification pour ceux qui mélangent souvent les criquets, les sauterelles et les grillons. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en anglais, des grillons, on dit cricket. C'est le vrai mot commun, cricket. Et puis, des criquets en français, c'est en fait des grasshoppers
en anglais. Donc, il faut faire la distinction. S'il y a un anglophone qui vous dit des crickets, il veut dire, en fait, techniquement, il veut dire des grillons. Ils n'ont pas les mêmes types, justement, de chants. Donc, c'est des insectes qui sont chanteurs. Ils ont d'ailleurs aussi un cycle de vie qui n'est pas holométabole, donc il n'y a pas de métamorphose. C'est hémimétabole. La femelle va pondre un œuf. De l'œuf va sortir une espèce de mini criquet ou grillon. Et le grillon va commencer à se succéder les mues et grandir comme ça jusqu'à devenir adulte. Il va avoir le développement tranquillement des ailes aussi vers l'âge adulte. Les mandibules sont de type broyeur et bon, j'imagine que vous avez déjà vu des criquets et des grillons. Hein. Vous avez remarqué justement les pattes de type sauteur. Pour ceux qui ont pu voir les films de Disney avec Jiminy Cricket. Jiminy qui utilise toutes sortes d'instruments de musique pour chanter, mais en fait, les grillons utilisent leurs ailes en fait, pour chanter. Les criquets, ils utilisent leurs pattes, on va le voir. Et les sauterelles, eux, ils utilisent leurs ailes aussi, un peu comme les grillons. Et puis d'ailleurs, un peu pour différencier au niveau des différents groupes d'orthoptères, je vous montre les sous-ordres. Donc, les orthoptères, c'est un ordre, comme les mécoptères. Donc, vous commencez à comprendre que ce qui finit souvent par ptère, donc le suffixe ptère, c'est un ordre. La plupart du temps. Vous allez voir qu'il y a d'autres ordres qui ne finissent pas comme ça. La plupart du temps, ça finit en ptère. Et dans ce groupe-là, dans cet ordre-là, on retrouve des sous-ordres. Donc, c'est deux sous-groupes du grand ordre. Donc, on rappelle la classification, la taxonomie chez les insectes. Bon, on a la classe des insectes, on a différents ordres en plus. Donc, vous voyez, on part d'un grand groupe puis on les subdivise en plus petits groupes jusqu'après, on arrive aux familles, et après ça aux tribus, aux genres, et après ça à l'espèce. Donc, pour pouvoir bien classifier les insectes et se retrouver, on a besoin de tous ces termes-là pour justement aller voir où ils sont dans la taxonomie puis dans la phylogénie aussi. Alors, un sous-ordre, le sous-ordre des encifères. Donc, on va retrouver les grillons, les ocanthes, les sauterelles là-dedans. On peut les différencier notamment parce qu'ils ont des antennes très longues. Et souvent, on dit qu'ils ont des antennes plus longues que leur corps. Pour les caélifères, ce sous-ordre-là, les antennes sont courtes. OK? Et chez les deux groupes, on a la présence d'une tegmina. Pourquoi on l'appelle tegmina? En fait, c'est seulement l'aile antérieure qui est modifiée, qui va d'ailleurs être plus dure à certains endroits. Chez le grillon, on va le voir. Chez la sauterelle aussi, c'est la même chose. Donc, les ailes antérieures, on les appelle des tegminas. Quelques familles, on va les voir. Il y a même des familles d'orthoptères qui sont aquatiques ou semi-aquatiques. Vous allez voir ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, une petite différence avec les encifères et les caélifères. Les encifères, eux, portent un tympan. Donc, ils n'ont pas des tympans comme nous, ils n'ont pas d'oreilles. Hein. Donc, eux, les tympans, ils les ont sur les pattes avant. Et les caélifères, donc les criquets et compagnie, eux, ils vont les posséder justement à la base de l'abdomen, donc sur le premier segment. C'est, entre autres, une manière de pouvoir différencier ces deux groupes-là, qui sont quand même différents au niveau de leur biologie. La première famille de cet grand ordre-là, puis d'ailleurs, je passe un petit peu plus de temps sur ce groupe-là parce qu'on a un essaim des orthoptères et dont notre expert, c'est Yves Bachand, qui est de notre section Sherbrooke de l'Association des entomologistes amateurs du Québec. Donc, je vous invite, ceux qui seraient intéressés par la petite présentation que je vous fais ici de ce groupe-là, à joindre le groupe des orthoptères. Il y a beaucoup de travail à faire, entre autres, sur des extensions d'air et des nouvelles espèces qu'on retrouve au Québec. Puis c'est un groupe qui est chanteur. On peut faire de l'écoute aussi avec des enregistrements. On peut faire de la photo et de la capture même. Et une des familles qu'on voit souvent, et là, les acrididés, c'est les criquets, OK, en général. Donc, les stridulations, donc le bruit qui va être produit par les criquets, va être produit justement par le frottement des pattes arrière avec les ailes antérieures, donc les tegminas. Ce qui se passe, c'est que, et on va le voir dans une vidéo, vous allez voir, je le décris quand même, vous allez le voir après, ça va vous le rappeler, sur les pattes arrière qui sont évidemment beaucoup plus volumineuses, là, les fémurs arrière ici, là, ils sont munis de crénelures, OK? À l'extérieur et à l'intérieur. Et lorsque le criquet lève ses pattes arrière et qu'il les redescend, c'est dans son mouvement de descente que là, les crénelures des pattes vont frotter justement sur les ailes antérieures.
qui ont aussi des crénelures, donc qui sont rugueuses. Et ce frottement-là, très rapide, va faire ce petit cric, 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 cric que vous pouvez, qui est si caractéristique justement des criquets. À ne pas confondre avec les grillons qui font le et les sauterelles qui font tss, tss. Donc, c'est deux et trois mêmes sons qui sont différents à différencier lorsqu'on veut faire de l'écoute d'insectes. On pense souvent, et ça, c'est quelque chose que je ressors un peu de notre dernière rencontre des essaims des orthoptères que Yves Bachand mentionnait. On pense souvent à tort que la majorité des orthoptères se retrouvent dans des champs. Eh bien, c'est faux parce qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on peut retrouver et souvent, c'est les espèces qui sont les moins souvent recensées, là. C'est les espèces qui vont se retrouver en milieu forestier ou même dans des zones en reboisement, revégétation. On va retrouver plusieurs espèces d'orthoptères qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Et même particulièrement lorsque vous avez un marais, un marécage, un milieu aquatique, allez voir ça. Il y a des espèces qu'on retrouve que là également, donc sont assez spécifiques. Eh bien, évidemment, vous l'avez peut-être vu dans les manchettes depuis quelques années, les printemps, en fait, qui sont très chauds, on voit des grandes recrudescences de population de certaines espèces de criquets. Et dans les plaines canadiennes et américaines, il y a plusieurs espèces qui sont vraiment considérées comme nuisibles, qui vont manger les cultures, surtout les céréales, justement. Puis il y a eu tout un cas l'année passée à Saint-Élie-Caxton où il y avait une invasion de millions de criquets. Ce qui était bizarre, je suis allé et il y avait dans ces essaims-là de criquets, il y avait 4 espèces qu'on retrouvait. Comme quoi, des fois, une espèce va en attirer une autre lorsqu'ils sont en agglomération et lorsqu'ils font des grandes migrations comme ça, même dans des petits villages comme Saint-Élie-de-Caxton. À ne pas confondre avec le criquet migrateur qu'on retrouve en Afrique et qui est assez impressionnant lorsqu'il commence à migrer. Je vous invite à aller voir des vidéos. Étant donné que ce n'est pas une espèce québécoise, on ne va pas en parler aujourd'hui. Quelques autres espèces, je vous mentionnais ici, les espèces les plus communes. On a le Melanoplus bivitatus, donc à 2 lignes, donc 2 bandes, très facile à reconnaître normalement. Les criquets à pattes rouges, vous allez en ville, vous allez dans un champ, vous avez de très bonnes chances de rencontrer ces 2 espèces-là. Là, Fasciatus aussi quand même. Il y a des criquets des marais d'ailleurs, vous voyez, donc des habitats à surveiller aussi pour certaines espèces. Le criquet voyageur, donc c'est celui-là que je vous mentionnais, qui peut se retrouver en grande quantité. Et je le mentionne ici, Boenacris glacialis, c'est une espèce qu'on a au Québec qui est particulière parce qu'elle n'a pas d'aile. Donc, elle ne vole pas. Elle se retrouve souvent un petit peu plus haute en altitude. On l'appelle le criquet alpin parfois. Donc, très intéressante espèce pour celle-là lorsqu'on est capable de l'observer. Pour ma part, je l'ai juste vu une fois dans toutes les collègues que j'ai faites. Ici, on a justement, je vais vous montrer la stridulation chez le criquet. Donc, ici, il va monter tranquillement ses pattes arrière, pas si tranquillement que ça finalement, et les crénelures qui sont similaires là, de ce côté-là, de l'autre côté, il va les frotter et ça va produire un bruit. Et là, je ne suis pas sûr si en activant le son, vous êtes capable d'entendre. Peut-être pas. Flavie, on entend-tu? Non, on n'entend pas, mais il faudrait soit que tu partages le son ou que tu enlèves tes écouteurs. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas bien grave. Imaginez le son d'un criquet ici. Donc, c'est un petit très caractéristique. Donc, quand vous voyez des criquets lever leurs pattes comme ça, ils sont en train de produire le bruit. Voilà. Ensuite, regardez ici une espèce qu'on retrouve fréquemment en ville, en milieu urbain, mais aussi en milieu un petit peu plus naturel. C'est l'Eudipode de Caroline, Dissostera carolina. Et c'est justement l'espèce de criquet, vous voyez ici l'image qui a les ailes noires et jaunes vers l'extérieur. Et justement, ici, le mâle est en train, je voulais vous montrer l'espèce de vol nuptial du mâle. Donc, ici, ce mâle-là a trouvé une femelle, pas très loin. Et là, pour l'impressionner, il fait du vol stationnaire, ce qui lui demande beaucoup d'énergie pour faire ce vol stationnaire-là. Et on va les voir monter comme ça et redescendre. Donc, si vous avez la chance de voir ce vol nuptial-là, approchez-vous, regardez-le. Les mâles vont le faire plusieurs fois avant qu'ils réussissent à pouvoir accoupler une femelle.
Maintenant, je les aborde parce qu'ils sont vraiment cool. Les tétrigidés, c'est comme en anglais, on les appelle les pygmy cricket grasshopper, en fait. Et donc, on pourrait les appeler les criquets pygmées, si on veut. Et puis, comme des criquets, mais ils sont vraiment miniatures. Et ils ont aussi une tegmina qui est beaucoup plus allongée par rapport au corps et beaucoup plus dure aussi chez certaines espèces. On va les retrouver pas très loin des plans d'eau. Et puis, ils nagent, ces criquets-là. Donc, ils peuvent aller dans l'eau, manger des algues dans l'eau et ils peuvent quand même très bien nager. C'est pas de la petite. Bon, c'est pas du crawl ou du papillon, là, mais c'est quand même impressionnant. Donc, ici, je vais aller vous montrer à 28 ici. On va le voir. Donc, on le voit ici qui est dans l'eau, qui monte une roche. Moi, j'étais allé dans un parc à Montréal il y a quelques années et puis j'avais arrêté. C'est une espèce d'étang très temporaire et il y en avait. J'étais allé sur le bord et j'avais vu qu'ils étaient tous sur le bord en train de manger les petites algues autour, mais ils peuvent aussi aller à l'intérieur, donc dans l'eau. On va avancer une petite affaire ici. Et voilà, il s'est déplacé. Donc, il garde sa respiration. Des fois, il peut avoir une petite bulle d'air qu'il réussit à avoir. Et là, vous le voyez, il s'est déplacé dans l'eau comme ça. Donc, il utilise ses pattes arrière pour faire comme, comme des cuisses de grenouille. Et puis, il va sortir de l'eau. Donc, il arrive à briser la tension de surface pour sortir de l'eau. Et donc, comme ça, il peut manger à la fois des plantes submergées, immergées, si on veut, et aussi émergentes, donc toutes sortes de plantes aquatiques, comme ça. Et puis, en sautant dans l'eau, ben, ça l'évite aussi ça lui permet d'échapper à certains prédateurs parfois. Donc, on a ça au Québec, plusieurs espèces. Maintenant, les grillidés, pas compliqué, c'est les grillons, des insectes chanteurs que vous connaissez bien. Et comme les criquets, ils ont aussi une partie rugueuse qui est spécifique sur les ailes antérieures. On va le voir comment ça fonctionne avec un super beau vidéo, encore une fois, de Deep Look. Ce qui est particulier avec les grillidés, on peut les reconnaître notamment encore avec la présence de cerques ici. Donc, c'est des appendices qui se retrouvent justement au bout de l'abdomen. Au bout de l'abdomen, on retrouve aussi l'ovipositeur chez les femelles. Ça, à quoi ça sert? Ovie, œuf, positeur, donc positionnement. Donc, ça sert justement à pondre des œufs. Donc, ils vont planter cette espèce d'appendice-là pondeur dans le sol et ils vont justement comme ça pondre leurs œufs. Dans un endroit, ils peuvent pondre quelques œufs, changer d'endroit, replanter cette espèce d'appendice-là et le ressortir et pondre d'autres œufs. Les gridés sont assez omnivores. Donc, vous venez de voir les plus grosses espèces. Et ici, on a des plus petites espèces qui sont très courantes dans les champs. Donc, en général, ils ont tous l'air un peu noirs, mais en fait, ils sont brun foncé comme ça. Et puis, il y a quelques espèces, 12 espèces en fait, hein, de grillidés au Québec. Il y a seulement les mâles qui chantent chez cette famille-là. Les femelles vont faire des petits mouvements d'ailes parfois, mais ils ne vont pas chanter comme les mâles. Le chant, il va servir à la fois à attirer des femelles. Donc, les femelles vont écouter par où? Par leur tympan, on se rappelle, et le tympan se situe sur les pattes avant. Et donc, ils vont écouter les mâles chanter. Ils vont pouvoir évaluer leur santé, leur grosseur, j'allais dire stamina en anglais, mais c'est leur endurance justement aussi au chant. Leur âge, plus ils sont âgés, moins ils chantent bien. Donc, ça donne une petite idée du fitness des mâles. Et puis, les mâles vont aussi servir de leur chant pour intimider d'autres mâles. Donc, le chant va être légèrement différent. Et puis, le chant va être encore même différent lorsque les femelles sont très proches et que là, le mâle est vraiment prêt à s'accoupler. Ils vont faire des petits chirps qui sont très aigus. Et puis, je vais vous montrer ici, vous avez un autre groupe de grillidés, donc les ocanthes. Ça, pas beaucoup de gens ont vu ces espèces de grillons-là. On les appelle souvent des grillons arboricoles parce qu'on les retrouve dans les arbustes, dans les arbres. Et puis, des fois, moi, je me rappelle, l'été passé, j'étais sur le balcon, puis des fois, on avait des gros bruits de grillons très forts qui se retrouvaient juste à côté de nous. On était loin du sol. Et puis, ben, c'était justement ces ocanthes-là. Donc, les mâles qui lèvent très hautes les ailes et puis qui commencent à les vibrer comme ça pour chanter. Les femelles, encore une fois, qui n'ont pas cet appareil-là spécifiquement. Mais eux, ils sont très, on va le voir, ils ont un comportement spécial que les autres n'ont pas.
Et puis, on a quelques espèces. Pour ceux que ça intéresse, ils sont vraiment intéressants. Petit aparté, justement, sur sur ce groupe-là, les ocanthes. Il y a un calcul à faire. Il y a certains ocanthes, des ocanthes qu'on appelle des thermomètres qui permettent d'évaluer la température de l'air qui fait juste en calculant le nombre, justement, de sons qu'on entend des mâles. Donc, en un espace de 10 secondes ou 20 secondes, je ne me rappelle plus exactement le nombre de secondes, on compte le nombre de chirps et ça nous peut, avec un petit calcul, ça nous permet d'évaluer le nombre de degrés en Celsius qu'il fait à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Ici, on va voir un beau vidéo qui explique comment le grillon chante. Donc, encore une fois, vous voyez ici les mandibules broyeuses, de type broyeur en tout cas. Donc, c'est leur habitat, souvent des champs comme ceux-là. Ici, c'est une espèce qu'on retrouve aux États-Unis, Gryus lineaticeps. Ici, on a un mâle. Donc, vous voyez, il lève les ailes à peu près à 45 degrés. Les ocanthes les lèvent beaucoup plus hautes que ça. Ici, on a une femelle qui écoute justement le son du mâle qui chante. Et là, il va y avoir un petit zoom sur la partie qui émet le son. Vous voyez, donc à l'intérieur, on a cette espèce de ligne-là qui est remplie de petites crénelures comme cela. Donc, vous les voyez bien. Donc, c'est de la chitine, donc c'est assez dur. Et puis, cette ligne de crénelure-là va frotter sur ce qu'ils appellent en anglais un scraper. Donc, c'est une espèce de barre comme ça. Donc, c'est vraiment comme un instrument de musique que vous avez déjà vu, que je ne me rappelle plus le nom, malheureusement. On prend un petit bout de bois, puis on frotte sur un plus gros morceau de bois qui a des crénelures. Ça fait du son. Donc, c'est le même principe. Et puis, plus d'ailleurs le mâle est âgé et que ce frottement-là se fait, plus justement les crénelures vont s'user et le son va être différent. Donc, c'est pour ça qu'on peut être capable d'évaluer l'âge d'un mâle grillon. Donc, vous l'avez vu, le mouvement en ralenti, le scraper ici qui frotte sur la ligne remplie de crénelures. Et ça va émettre le son. Ensuite, c'est sûr que s'il se retrouve deux mâles, comme je disais tantôt, les sons vont être beaucoup plus rapprochés en termes de fréquence. Et puis, il va y avoir des comportements d'agression. Souvent, dans l'université, on fait des expériences comme ça avec des grillons. Puis, rapidement, lorsqu'on met plusieurs mâles ensemble, vous pouvez la faire à la maison si vous voulez, acheter des grillons à l'animalerie. Vous allez voir justement les agressions que se font les mâles et puis ceux qui arrivent à survivre à ces batailles-là. Donc, on voit bien ici la femelle, son ovipositeur. Regardez justement les ailes qui sont différentes d'un sexe à l'autre. Donc, membraneuse, il a des veines comme ça, mais regardez comment ils sont beaucoup plus prononcés chez le mâle. Et on a des sections comme ceux-là. Donc, ils n'en ont pas parlé dans la vidéo, mais ils servent à diffuser les vibrations jusque dans l'aile. Et ces portions-là ici, ils servent justement à amplifier le son. OK? Donc, donc ça fait vraiment une action d'amplification du son. Puis, étant donné qu'ils sont levés, ben là, ça va se diriger vers l'extérieur. Il y a même des mâles de certaines espèces qui vont creuser des trous et ils vont creuser là, dans la terre un trou. Ils vont se servir de ce trou-là comme cage de résonance pour leur chant. Et donc, plus ils sont intelligents, si on veut, des fois, certains mâles, parfois, ils peuvent attirer plus de femelles que d'autres mâles rivaux. Et puis, regardez ici, on a le fameux tympan que je vous parlais tantôt sur les pattes avant, donc sur les tibias plus précisément, vers le haut. Et c'est cet organe-là qui permet aux femelles, entre autres, d'écouter les mâles. Les mâles l'ont aussi, là, évidemment. Et voilà. Et puis, lorsque le mâle a réussi, il va lever légèrement ses ailes. Et lorsque la femelle est décidée, l'accouplement va pouvoir se faire. Et voilà. Et les petits bébés vont sortir plus tard. Ici, un petit vidéo justement des ocanthes, donc des grillons arboricoles, si je peux les appeler comme ça. On va partir de vidéo ici. Je vais l'amener à 21. C'est le moment où le mâle s'est décidé à aller voir la femelle et vous allez voir, il va lever les ailes comme ça, presque perpendiculairement à son corps, et il va exposer à la base de son mésothorax une glande qui sécrète un petit liquide nutritif et la femelle, on la voit ici, qui est en train de déguster ce petit liquide-là.
Et là, elle est un peu enivrée. Le mâle va pouvoir reculer et pouvoir, avec ses appareils génitaux, actionner justement le processus d'accouplement. Il se réessaye une autre fois. Et vous voyez, chez les oncifères, donc les grillons, donc l'accouplement, les femelles sont sur le dessus, les mâles sont en dessous, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains insectes. Mais on voit en tout cas au niveau comportemental puis au niveau biologique l'utilité de justement ce switch-là pour justement. Donc, on voit la force qui est divergée d'une place à l'autre, tout dépendant de la biologie, du comportement, comment ils doivent être incités pour l'accouplement, etc. Et voilà. C'est ce que j'avais à vous montrer. Les femelles sont munies d'un ovipositeur aussi, puis ils vont pondre souvent dans des branches molles. Donc, moi, j'en avais déjà dans les framboisiers. Les femelles pondaient dans les tiges qui n'étaient pas lignifiées, donc ils n'avaient pas durci. Donc, les jeunes tiges vont pondre des œufs là-dedans et les jeunes vont sortir. Et ils sont herbivores, principalement les ocanthes. Ils vont manger des feuilles. C'est aussi le cas de nos fameuses sauterelles, les tétigoniidés. Donc, les fameuses sauterelles vertes, donc ça, c'est les vraies sauterelles. OK? Donc, à ne pas confondre avec les criquets ou les grillons. Et en anglais, les vraies sauterelles, les sauterelles vertes aussi, on les appelle les katydids. Donc, s'il y a un anglophone qui est en train de se tromper, qui veut savoir, bon, c'est quoi finalement une sauterelle, dites-lui katydid. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est des espèces qui sont surtout nocturnes, mais il y a quelques espèces qui sont diurnes qu'on retrouve dans les champs. Elles sont d'ailleurs souvent un petit peu plus brunâtres. Donc, ils vont avoir des teintes brun, vert, des fois toutes bruns selon l'espèce. Et en général, les espèces qui sont nocturnes vont être vertes complètement. Ils sont actifs tant de jour que de nuit, mais beaucoup plus de nuit là, quand même. Et ils ont une alimentation assez diversifiée en végétaux. On a nos plus grosses espèces qui sont ceux-ci ici, là, Neoconocéphalus encifère. Cette espèce-là, elle est plus facilement reconnaissable. Elle a une espèce de pointe, un triangle, une espèce d'épine au-dessus de la tête comme ça. Ça fait mal, pour vous dire. Je me suis déjà fait, en prenant ces sauterelles-là, c'est assez pointu. Ça peut percer la peau. Bizarrement, certaines sauterelles comme ceux-là peuvent aussi être observées à manger d'autres insectes. Donc, ça arrive. Ils sont assez voraces. Et vous voyez ici l'ovipositeur qui est massif. Ici, là, donc, les femelles ont cet outil-là, cet appareil-là, pour pondre leurs œufs ici dans des touffes de foin. Donc, c'est pour ça que c'est aussi long que ça. Il faut que ça aille assez profondément pour que les œufs puissent bénéficier d'une certaine humidité, protection du soleil et des prédateurs aussi en même temps. Et les mâles, ben, ils n'ont pas justement cet appareillage-là. Vous voyez encore une fois, comme les grillons, les antennes sont très longues. Donc, c'est une manière de les différencier, entre autres, des criquets qui ont des antennes beaucoup plus courtes. Et comme les grillons, ce sont les mâles qui stridulent, donc la même manière, mais avec un son qui va être différent. Ils vont faire le fameux tss, tss, la nuit ou tss, tss, qu'on peut retrouver que d'ailleurs, ça va commencer à chanter. Ça a déjà commencé à chanter, là, les sauterelles diurnes, mais la nuit, ça a commencé à chanter il y a quelques semaines. Donc, si vous voulez aller à l'extérieur la nuit, vous allez pouvoir les écouter en même temps qu'observer d'ailleurs les lucioles. Voilà pour ça. Les espèces qui sont les plus communes que vous risquez de voir le plus souvent, c'est la scudérie à aile oblongue. C'est cette espèce-là. On ne voit plus tant les juvéniles, c'est beaucoup plus les adultes qu'on va voir. Et l'ovipositeur, il est courbé vers le haut comme ça. Et le dessus des ailes est légèrement brunante. On ne le voit pas ici sur la photo, là, mais c'est légèrement brunante. On va voir une vidéo à l'instant. Donc, ça, c'est la scudérie à aile oblongue. C'est plate, je ne peux pas entendre le son. Je vais aller à 22 ici et hop. Donc, ça, on peut les retrouver dans des habitats, des friches en reboisement, en revégétation, comme ça. Et, voilà, elle a fait son son. Elle va frotter, justement, il y a une partie des ailes qui est modifiée et qui a les mêmes structures qu'on a vues tantôt chez les grillons. Mais on n'aura pas un beau son comme ça va vraiment être vraiment comme un frottement un peu plus strident comparativement au grillon. Les mâles se retrouvent plus bas dans la végétation et les femelles se retrouvent plus hautes. Et justement, les femelles, on va les retrouver vers la fin de la nuit lorsqu'ils vont
avoir localisé un bon mâle et ils vont redescendre vers les branches, vers la strate herbacée, vers le champ, là où se retrouvent les mâles. Donc, comme ça, de cette manière-là, ça permet aux femelles qui sont plus hautes de pouvoir bien localiser les différents mâles et de pouvoir les choisir selon leur intérêt. Voilà pour ça. Maintenant, les rhaphidiforidés. Eh là là, ça, c'était tout un mot. Comme je disais tantôt, là, je mentionne le nom de la famille, elle s'appelle comme ça. On pourrait aussi les appeler des camélines, c'est leur petit nom commun. Ça ressemble beaucoup à des sauterelles, comme vous voyez, mais ils n'ont pas d'ailes et ils ne sont pas vertes. Donc, ils sont brunes avec des grosses, longues pattes comme ça. Ils ne stridulent pas non plus de la même manière. Et à ne pas confondre ici avec le cloporte là, qui est ici. D'ailleurs, on va aborder le groupe des cloportes dans le dernier cours. Les camélines sont omnivores aussi. On les retrouve des fois dans les habitations. Donc, en anglais, on les appelle les cave crickets. Mais encore là, c'est un problème, les noms communs. Ce n'est pas des grillons. Mais on les retrouve, entre autres, dans les caves, dans les vraies grottes, mais aussi dans les caves de maison. Donc là aussi, très sombre, là aussi, très humide. Ils vont manger toutes sortes de choses, parfois de la végétation en décomposition, des champignons. Donc, on les retrouve surtout en habitat forestier, mais aussi en bordure de forêt, donc jamais très loin. Puis des fois en champ, mais ça n'arrive pas tout souvent. On peut les retrouver, on peut les capturer, entre autres. Yves le mentionnait dans notre essaim des orthoptères. On peut faire des pièges, on peut mettre du gruau, des bananes, des pièges fausses en fait. Donc, on fait un trou, on met un plat, n'importe quel pot, on met du gruau un peu, puis un peu de banane. Et puis, quelques jours plus tard, ben, on peut aller revenir revoir et vous allez peut-être avoir des camélines comme ça. C'est des espèces très communes. Maintenant, je tombe dans l'ordre des phasmes, donc les phasmidas. Et facile, on a une espèce seulement au Québec. C'est justement le bâtonnet ordinaire ou de son petit nom scientifique Diaferomera feromorata. Une belle espèce. Il y a quelques populations localisées au Québec. Si vous avez la chance d'en observer, ça va être vraiment super. Ils bougent, ils ont un comportement, ils vont se mouvoir comme s'il y avait du vent. Donc, dès que vous soufflez un peu, ils vont imiter justement une brindille qui volerait dans le vent comme ça, qui bougerait. Donc, ils ont une petite danse de Michael Jackson quand ils se déplacent. C'est assez le fun, assez amusant à observer. Donc, les femelles sont très, on appelle polymorphiques. Poly, plusieurs, morphiques, morphes, donc variantes, formes, si on veut. Donc, ici, je vous en ai mis une verte, mais j'en ai eu en élevage. Il y en a qui peuvent être vertes avec plusieurs maculations, donc des taches noires, brunes. Il y en a même qui sont légèrement brun-orangé. Il y en a qui sont grises. C'est vraiment très variable là, en termes de couleur. Et les mâles sont pas mal toujours de cette couleur-là. Donc, ici, ça ressemble à une espèce de branche ici. Là, donc, c'est légèrement un petit vert olive, un petit brun olive, si on veut. Et les pattes vertes comme ça et des antennes très longues. Et c'est quand même un bon insecte. Là. Ça fait là, un 10 cm, un petit peu moins, 8 cm jusqu'à 12 cm parfois. Là, c'est un gros insecte quand on l'observe. Donc, et les œufs, ils ressemblent à ça comme ça. Donc, les femelles, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur fin de leur développement, de leur maturité, ils vont se mettre à pondre des œufs et plusieurs par jour. Donc, c'est assez impressionnant la quantité qu'ils peuvent pondre lorsqu'ils se retrouvent dans des conditions optimales. Et ce qui est particulier avec plusieurs espèces de phasmes, c'est qu'ils sont capables de se cloner en fait, ce qu'on appelle de la parthénogénèse. Donc, ils vont pondre des œufs et les juvéniles qui vont sortir de ces œufs-là sont des clones presque identiques des femelles. Et c'est une méthode, lorsqu'il manque de mâles dans une population, de pouvoir se reproduire. Mais notre bâtonnet ordinaire se reproduit principalement avec accouplement. Donc, à différencier des autres phasmes exotiques qu'on peut retrouver. Les populations, on en retrouve une au Mont-Royal. Donc, si vous allez, entre autres, soit sur la montagne ou si vous êtes des habitués du Sepsum, les parties le gymnase, entre autres, les exercices physiques, le gym, dans les stationnements arrière, il y a des arbres qui surplombent les stationnements. Puis des fois, ben, je vois souvent des gens qui observent tomber
justement au sol, ils voient des phasmes comme ça, des bébés, des juvéniles en début d'été. On retrouve aussi une population au parc Lagatineau et une population dans le coin de Hemingford, Franklin. C'est là qu'on les retrouve. En Ontario, ils sont beaucoup plus fréquents. Au Québec, il y en a qui essaient de les protéger, mais en fait, les populations, mais ils sont très, très, très fréquents en Ontario, ils le sont encore plus dans le sud aux États-Unis. Donc, nous, le Québec, on est vraiment à la limite nord de leur distribution. Les dermaptères, les fameux perce-oreilles, c'est des insectes qui sont vraiment fascinants. Et là, je vous ai mis ici un individu qui est avec les ailes étalées comme ça. Ils ont vraiment des belles ailes qui sont pliées en éventail. C'est ça que je voulais vous montrer aussi parce qu'on les connaît, on les retrouve en milieu urbain, ils sont très cosmopolites, omnivores. Comme les phasmes, ils ont un cycle de vie qui est hémimétabole. Donc, de l'œuf va sortir une espèce de petit perce-oreille miniature et tranquillement, il va grandir. Donc, pas de chrysalide entre les deux. Et lorsqu'ils arrivent à maturité, les ailes comme ça se plient en dessous des ailes antérieures qui sont très petites. Donc, il arrive à lever son abdomen et puis à plier comme ça. Donc, c'est en fait une technologie, si on veut, une particularité, un phénomène de pliage, d'origami qui est utilisé dans plusieurs sphères de technologie. On utilise, entre autres, on s'inspire de ça pour certaines électroniques qui sont pliables et même parfois pour des trucs qui sont dans l'espace, donc pour déployer des panneaux solaires qui doivent prendre vraiment un petit espace lorsqu'ils sont envoyés, mais qui peuvent prendre beaucoup plus d'espace lorsqu'ils sont à ce moment-là dans le vide interstellaire, si on veut, le vide de l'espace. Les fameuses pinces, ben, ça ne pince pas les oreilles. On les appelle des perce-oreilles, mais ça ne perce pas les oreilles. C'est en fait justement les cercles. Ça, ce sont des cercles. Les cercles, c'est quoi? C'est justement des excroissances au bout de l'abdomen. Dans l'évolution, c'était anciennement des pattes. Mais là, c'est devenu des espèces de gonopodes qui font partie de l'appareil génital encore des insectes, de ceux-là, des perce-oreilles. Donc, chez les mâles, il est très allongé comme ça et parfois très courbé. Et chez les femelles, il va être beaucoup plus petit. Euh, et qu'est-ce que ça fait? Ils s'en servent un peu pour agripper l'abdomen de la femelle lors de l'accouplement, mais principalement pour se battre avec d'autres mâles. Ils vont l'utiliser, ils ne vont pas leur infliger des blessures, mais ils vont plus les intimider en pressant l'abdomen. Et puis, il y en a ceux qui sont les plus forts, ils vont avoir plus de chances, ils vont pouvoir délimiter leur territoire. Et lorsqu'il y a une femelle qui passe dans ce territoire-là, ils vont pouvoir justement mieux y accéder et pas avoir de rival. C'est un groupe qui est très intéressant parce que toutes les dermaptères, donc toutes les forficules, finalement, on va le voir ici au prochain, je vais le mettre là, ici, regardez. C'est la famille des forficulidés. Donc, c'est son nom. Perce-oreille européen, ça c'est l'espèce qu'on trouve le plus. Et on a une autre espèce plus petite, Labia minor, regardez, qui est quasiment 4 fois plus petite que le perce-oreille européen. On pense qu'elle est probablement introduite, elle aussi, cette espèce-là, mais tellement depuis longtemps qu'on a de la misère à retracer les premiers enregistrements de cette espèce-là en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant avec ces deux espèces-là qu'on peut retrouver au Québec et plusieurs autres, c'est que les femelles offrent des soins parentaux aux œufs et aux juvéniles, ce que la plupart des insectes ne font pas. Donc, c'est assez impressionnant. Les femelles restent, lavent, protègent les œufs et lorsque les juvéniles sortent, la femelle va même pouvoir les nourrir légèrement, les protéger et lorsqu'ils sont assez grands, ils vont pouvoir se disperser. Mais il y a des soins parentaux qui sont donnés, donc c'est assez intéressant. Pas beaucoup d'insectes qui font ça. On va voir ici, là, justement, les ailes se déployer. C'est un photographe, je le suis sur les réseaux sociaux, Furimiko Hirai, et il lève, donc regardez le perce-oreille qui est une espèce japonaise là, pour celle-là, mais c'est similaire chez nos espèces ici. Lorsqu'il fait assez chaud, lorsque c'est assez humide aussi, les perce-oreilles peuvent se mettre à voler. Donc, ils vont grimper sur un brin d'herbe comme ça et hop, vous avez vu là, les ailes se déplier en dessous. On va le voir ici encore une fois. On va avancer un petit peu. Et voilà, il lève son abdomen
pour séparer les ailes. Et hop, là, celle-là va se mêler dans le truc, là, mais on va le passer comme ça. On va le voir une dernière fois. On va voir le comportement où il lève son abdomen. Et voilà. Et ça va y aller. Ils se sont dépliés très rapidement. La plupart du temps, ça prend plus de temps que ça. Donc, il doit faire plusieurs battements avant de pouvoir bien toutes les déplier. C'est probablement les ailes les plus pliées dans le monde des insectes, comparativement aux autres sortes. Donc, ici, vous voyez une photo d'une. C'est ce que vous pouvez retrouver dans vos jardins, peut-être, si vous soulevez une roche ou un bout de bois. Vous allez trouver un perce-oreille, une femelle. Vous voyez les cercles ici, les pinces, là, qui sont beaucoup plus droites et beaucoup plus courtes que les mâles. Et vous voyez, elle a pris soin, elle a fait une petite loge, une petite habitation, une petite cavité. Les œufs sont bien nettoyés parce que c'est souvent humide, donc il peut y avoir toutes sortes de bactéries, de champignons qui peuvent pousser dessus et les faire mourir. Et puis là, les jeunes vont sortir comme ça. Ils ont leur cercle déjà, mais c'est tout frêle, tout fragile. Et puis, tranquillement, ils vont grandir. Et il fait beaucoup de cannibalisme, malheureusement, parmi les juvéniles. S'il y a des œufs qui prennent trop de temps à éclore, ben, les juvéniles vont manger les œufs, les autres. Voilà. Maintenant, on tombe dans le grand ordre des blattodées ou des blattes, pour faire la traduction française. La plupart des blattes sont introduites en Amérique du Nord. Vous voyez le petit signe de maison. Donc, c'est des insectes qu'on retrouve notamment dans les habitations qui nous causent beaucoup de problèmes. C'est parmi les insectes qui suscitent le plus d'appels des compagnies de gestion parasitaire. Ils sont très cosmopolites, donc associés aux villes aussi, très urbaines et très omnivores. Donc, ils mangent à peu près de tout. Euh, les espèces qu'on retrouve le plus souvent, on a la blatte américaine, on a la blatte germanique. Ici, là où je travaille, il y a des cerfs, les cerfs des jardins botaniques de Montréal. Ils ont tout le biodôme, l'insectarium. Ils ont plein de problèmes avec les blattes australiennes. On les retrouve surtout dans des serres, justement. C'est presque une association très fréquente, là, presque directe. Donc, on les reconnaît entre autres avec leur tache noire ici sur le pronotum, sur la première partie du thorax ici. La blatte américaine, c'est une aussi espèce sur laquelle beaucoup de chercheurs font beaucoup de recherches pour trouver les meilleures méthodes de gestion. Les femelles, ils ne vont pas pondre des œufs un après l'autre, un peu comme les forficules, comme les perce-oreilles. Ils vont vraiment, en fait, les œufs vont se retrouver dans une capsule dure et rigide qu'on appelle une oothèque. OK? Donc, c'est vraiment une capsule qui leur permet de les protéger des prédateurs, les protéger de la dessiccation, donc de l'assèchement. Et les œufs, les juvéniles vont sortir justement de cette oothèque-là par une petite ouverture spéciale. On va voir cette action-là dans une vidéo dans quelques instants. La plupart sont introduites, mais il y en a une qui est indigène, c'est Parcoblata pelsivanica, donc la blatte de Pennsylvanie, qu'on peut retrouver partout dans les régions bordant la rivière des Outaouais jusqu'à Montréal, Mont-Saint-Bruno, Saint-Hilaire et tout ça, donc dans le sud du Québec principalement, dans les forêts relativement matures avec des chênes, des érables et compagnie. Les blattes, si vous n'êtes pas sûr que vous voyez une blatte, regardez comment elle est faite. Elle est aplatie, on dit dorso-ventralement, donc vraiment là, aplatie du ventre vers le dos, et contrairement à latéralement. Okay, comme d'ailleurs les puces qui sont aplaties latéralement. Donc, et ils ont aussi un gros pronotum, donc vraiment la partie avant du thorax qui protège, justement, qui est élargie, qui protège la tête. Donc, c'est vraiment, ça leur permet justement une protection, une espèce de bouclier, et puis de garder aussi toute l'humidité qu'ils ont dans leur corps. Et vous le savez, les blattes sont une espèce de symbole de l'insalubrité, en tout cas des temps modernes. Toutes les espèces de crénelures qu'ils ont sur leurs ailes, les scientifiques ont démontré que ces crénelures-là transportaient une assez impressionnante quantité diversifiée de bactéries et de micro-organismes. Donc, ce n'est pas les insectes les plus propres du monde. Et la voilà ici, la blatte de Pennsylvanie. Ensuite, ici, vous voyez la blatte germanique, 2 barres ici sur le pronotum. Et moins commune,
La blatte à bande brune, si vous envoyez, récoltez-les puis envoyez-les-nous parce qu'on n'en a pas tant que ça, nous, dans notre collection. La blatte orientale, d'ailleurs, qui était très commune il y a quelques années, qui maintenant est beaucoup moins abondante qu'avant. Voilà. On a même la blatte de Suriname qui se retrouve de plus en plus, que je n'ai pas illustrée ici, mais c'en est une autre. Et elle, la blatte de Suriname creuse, donc est vraiment adaptée à creuser. Un petit vidéo de Nat Geo ici. Ça, c'est. J'espère que vous avez mangé. Donc, les blattes sont vraiment bien adaptées. Ils sont aplatis, hein, comme je le mentionnais tantôt, pour justement pouvoir aussi se faufiler dans des petites craques, dans des dessous de porte. Donc, ils sont vraiment très bien adaptés au déplacement et dans des places très, comment dire, serrées aussi. On va l'amener à 1,47. Je voulais vous montrer cette espèce de ponte-là, cette production d'une OOTech. Les mâles, ici, on a un mâle. Il sécrète un petit liquide nutritif vers la fin de ses segments ici, au bout de son abdomen. Donc, il lève ses ailes comme ça, un peu comme les grillons, comme on a vu tantôt. La femelle va être intéressée par ce petit liquide-là et elle va se laisser courtiser comme ça. Et le mâle va pouvoir faire sa besogne, faire l'accouplement, qui peut durer d'ailleurs plusieurs heures. Oui, ça niaise pas chez les blattes. Et puis, lorsque elle s'accouple par contre seulement une fois, donc avec un mâle, contrairement à d'autres insectes qui peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles et garder tout ce matériel génétique-là dans une spermathèque, donc une bibliothèque de sperme, si on veut. Et ici, on a justement l'oothèque et par l'ouverture, 2 semaines, 3 semaines après, les œufs vont sortir. Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, ce n'est pas la maman, c'est en fait une autre femelle ou un autre mâle qui a découvert des œufs, des juvéniles qui émergeaient et il s'est fait un petit casse-croûte là-dessus. Donc, quand les densités sont très fortes, il y a beaucoup de cannibalisme. Peu importe, ils ne sont pas trop regardants, les blattes. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu l'oothèque chez les blattes. Donc, les zootechs, on les retrouve souvent quand on transporte des blattes, les spécialistes ils nous disent souvent, faites attention que lorsque vous déménagez, vos boîtes de carton, il y a beaucoup de zootechs qui se retrouvent dans les boîtes de carton, même dans les magasins comme Costco, où vous avez justement beaucoup de boîtes de carton, beaucoup de petites crénelures, des petites cavités où pourrait se faufiler un petit zootech de blattes. Et là, c'est là, quand vous la ramenez chez vous, que vous introduisez des blattes à la maison. Ils peuvent traverser les murs aussi. Donc, si votre voisin en a, vous avez des bonnes chances d'en avoir aussi. Ici, on a la photo justement de la blatte de Pennsylvanie. La plupart du temps, on les retrouve, ils ne sont pas matures. Parfois, ils vont être matures, mais ils ne vont pas avoir le développement des ailes. Donc, oui, ça, c'est une particularité. Et encore là, vous voyez les cercles qui sont aussi, qui est une caractéristique de ce groupe-là à la fin. Donc, ça, c'est une belle photo de Ludovic Leclerc qui l'a pris justement dans le sud du Québec. Très belle photo. Les menthes, maintenant, pour ceux qui attendaient avec patience que je parle des menthes religieuses, ben, on n'en a pas beaucoup. C'est parfois difficile d'en attraper. Si vous vivez à Québec ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que vous n'avez pas trop de chance d'en voir. Si vous en voyez, tant mieux, vous êtes chanceux. Ils se retrouvent surtout dans le sud du Québec. L'espèce qui est la plus commune et d'ailleurs qui n'est pas indigène du Québec, c'est la menthe religieuse. Il n'y en a aucune d'ailleurs qui l'est. C'est la menthe religieuse qui est d'origine européenne, qui est la plus commune. On a aussi la menthe chinoise qui est maintenant vendue commercialement pour la gestion de certaines pestes comme les criquets. Très grosse menthe. Les ailes, d'ailleurs, elles sont fumées, si on veut. Donc, ils ont ces espèces de taches là, noires dans les ailes. Ils ont aussi la bordure des ailes antérieures, elle est verte. OK? Donc, pour la différencier avec la menthe religieuse où c'est tout vert. Donc, on a des individus qui sont tous verts comme ça. On a des individus qui sont bruns et j'ai même vu des individus jaunes, mais seulement une fois. Les mâles, lorsqu'ils arrivent à maturité, si jamais vous attrapez une menthe puis vous dites ah, ben, je l'ai nourrie, mais elle ne voulait pas manger, ben, c'est peut-être parce que c'est un mâle. Les mâles, lorsqu'ils arrivent à maturité, ils cessent de manger, ils sont intéressés que par une chose, accoupler des femelles. Encore, c'est un cycle vital chez les menthes qui est hémimétabole, donc sans métamorphose complète.
Ils ont une alimentation qui est principalement insectivore, donc ils vont passer de petits insectes au début jusqu'à des plus gros insectes. Et les pattes sont bien caractéristiques, donc avec des épines vers l'intérieur et justement une épine justement au bout du tibia et on a les tarses ici, donc vraiment très bien adaptés à la chasse, donc par en avant comme ça. Donc, ils se tiennent en général sur quatre pattes et les pattes ravisseuses de type ravisseur vont être levées et prêts à foncer. C'est un des groupes d'insectes qui a une des meilleures visions. Donc, ils sont capables de détecter des mouvements, sont capables de détecter des formes très bien. Ils sont capables de voir en 3 dimensions. Il y a plusieurs recherches qui ont été menées justement à cet effet-là. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que justement cette acuité visuelle-là a été levée comme ça par l'évolution, leur capacité, leur désir finalement et la nécessité de pouvoir chasser, de pouvoir détecter les différentes formes, les couleurs même parfois. Les femelles pondent des ootèques aussi, donc on se rappelle, comme les blattes. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas une capsule bien rigide et lisse. Ça va plus être cette fois-ci une espèce de mousse. Et les œufs vont être pondus à l'intérieur et la femelle va mousser, finalement, va mousser un liquide, va durcir et ça va permettre aux œufs de passer l'hiver en étant isolés, entre autres, et à l'abri, en tout cas, de la plupart des prédateurs. Et comme vous savez peut-être, eh bien, un des faits saillants, si on veut, des mantes, c'est que le mâle ne survit pas souvent à un accouplement. Les femelles, effectivement, ne sont pas très gentilles et elles vont manger la tête du mâle et souvent, plus que la tête, une partie du thorax, une partie du corps aussi. Donc, vous allez le voir dans quelques instants, évidemment, dans une petite vidéo que je vous ai gardée. Et là, pour cette fois-ci, ben, c'est un des vidéos que j'ai tourné, ma gueule, il y a plusieurs années de ça. C'est dans un champ à Mirabel qui a été transformé en quartier résidentiel. Et ça, c'était le bon temps. Et regardez ici la menthe religieuse jaune, première fois que je voyais ça, et seule fois aussi. Donc, tout dépendant de quel substrat, donc quelle plante, si c'est plus brun ou c'est plus vert ou c'est plus jaune, bien, des fois, les menthes peuvent justement prendre différentes couleurs. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé avec des plantes roses, mais je n'ai jamais vu de menthe religieuse mauve ou rose. Il y en a il y a des espèces qui sont roses, mais pas parce qu'ils ont été mis sur des plantes roses. Donc, les femelles qui sont à pleine croissance, maturité, ils vont avoir les ailes développées, comme ici. Ils vont chasser sans cesse. Ils vont essayer de capturer, souvent dans les champs, comme on a vu tantôt, des criquets. Donc, c'est leur proie favorite. Et puis, il s'agit qu'il y ait justement une proie comme ici, une petite mouche. C'est une mouche à fleurs, comme on a vu dans le cours la semaine passée, qui imite la coloration des abeilles. Donc, on va voir si notre prédateur aux acuités visuelles très bonnes va être capable justement de voir, oh, toi, vous voyez, elle s'est rétractée. Peut-être qu'elle a vu justement que c'était potentiellement une abeille. Mais en fait, c'est inoffensif, c'est une mouche qui n'a pas de dard. Donc, comme vous voyez ici, leur nourriture favorite sont les criquets. Et normalement, lorsqu'ils vont s'alimenter, comme beaucoup de prédateurs d'ailleurs, ils vont commencer par la partie qui contient le système nerveux, donc les ganglions cérébroïdes, si vous vous rappelez du premier cours. Donc, ces amas de cellules nerveuses-là. Donc, elle commence par le thorax et elle continue avec la tête et elle va finir par l'abdomen. Donc, on la voit ici dévorer. Et puis, ben oui, le criquet est encore vivant parfois. Maintenant, lorsqu'elle se retrouve, lorsqu'elle a fini de manger, lorsqu'elle est bien pleine et qu'elle est prête à s'accoupler, ben, il y a un mâle comme celui-là ici qu'on voit qui est en train de détecter, voir s'il est capable de trouver une femelle. Tu vois ici, je pense que j'en attrape un. J'en vois un, puis il se met à voler. Oui, c'est ça, je l'attrape. Il est seulement intéressé par ça, il ne va pas chasser du tout. Donc, lorsqu'ils sont dans le champ, ils vont se mettre à s'envoler. Et lorsqu'ils peuvent même monter très haut des fois, et lorsqu'il va réussir à trouver une femelle, l'approche est très importante. Parce que s'il manque son coup, le mâle, il va se faire manger justement par la menthe religieuse. Donc, il arrive. Si la femelle ne le voit pas
comme étant un mâle, elle va le voir comme étant une proie. Et s'il est chanceux, le mâle va avoir la chance, avant de se faire manger au complet, il va avoir la chance d'accoupler la femelle. Donc, même avec la tête partie, il est capable de continuer à agir, à faire bouger ses pièges génitales pour accoupler la femelle. On va voir si ça va marcher. Oups. Pas beaucoup de chance. Il est fait à l'os, je pense. Et voilà. Donc, lui, vous voyez, si elle l'avait pris d'une autre manière, il aurait été capable d'amener son abdomen vers l'arrière et pouvoir l'accoupler à ce moment-là, même s'il était en train de se faire manger. Mais lui, il n'aura pas cette chance-là. Voilà. Je pense qu'on essaie. Ah oui, c'est ça. Il y avait un autre mâle, mais lui, non, lui aussi, il se faisait attaquer, je pense. Voilà pour la petite vidéo. Et je vous ai mis une vidéo ici d'une menthe qui, justement, est en train de pondre ses œufs. Moi, c'est bien intéressant. Ils sont très bien classés, les œufs, dans l'abdomen de la menthe. Hein. C'est vraiment bien fait. Et puis, avec le liquide qu'elle sécrète, avec ses appareils génitaux, elle va être capable justement de mousser, créer cette mousse-là. Donc, ce n'est pas du hasard. Elle n'a pas l'air de faire grand-chose en ce moment, mais elle est vraiment en train de bien placer les œufs cordés un après l'autre et de les protéger de cette mousse-là qui durcit au fur et à mesure qu'elle les pond, au fil des secondes, en fait. Et puis, ça va rester accroché là et ça va passer l'hiver. Voilà. Les hémiptères, maintenant, on est rentré, on a passé tous les groupes un peu orthoptéroïdes et dictyoptères, sur des mots, vous n'êtes pas obligé de les retenir, là. Donc, c'est un grand groupe qui contient ces insectes-là. On est vraiment rentré dans un autre groupe, les hémiptères, qui, eux, sont vraiment caractérisés par la présence d'un proboscis. Donc, vous avez vu, là, on a passé de mandibules de type broyeur, donc les mandibules qui mangent des feuilles, qui mangent d'autres insectes, à des mandibules, des pièces buccales qui sont en forme de proboscis, en forme de bec, si on veut. Et on le voit ici avec cette belle punaise exotique. C'est le fun d'avoir ça au Québec. Vous voyez ici ces pièces buccales-là. Donc, on se rappelle peut-être un petit peu des différents appareils. On a les mandibules, les maxilles, les palpes labiales. Donc, tout ça, entre autres, est fusionné ensemble et forme cette espèce de bec-là, cette paille-là. Et elles se servent de cette paille-là pour se nourrir, que ce soit à l'intérieur de végétaux, donc un peu comme les pucerons, qui vont insérer cette espèce de paille dans le tissu végétal et aspirer de la sève, tandis que d'autres vont les utiliser pour carrément percer d'autres insectes et manger le jus qui est à l'intérieur. Donc, pièce buccale en forme de proboscis, présence aussi des mélitres. On l'a vu au premier cours, je le rappelle encore. Les hémélites, c'est un mélange entre la première paire d'ailes, hein, donc les deux ailes ici que vous voyez, c'est une partie qui est plus dure vers l'avant et le bout qui est de type membraneuse. Donc, vraiment plus légère, vraiment moins dure aussi que la première partie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des hémélitres. Et la deuxième paire d'ailes, elle est vraiment de type membraneuse, encore une fois. Il y a beaucoup d'espèces, malheureusement, qui sont considérées comme nuisibles, justement parce qu'à travers leur paille, leur bec, on le voit ici, ils vont justement véhiculer certains virus. Donc, on va passer en revue. Regardez ici le A. Ici, on a les stylets maxillaires. Le B, ici, la partie en rouge, on a les stylets mandibulaires. Donc, les mandibules hein, qui ont été justement, avec l'évolution, qui sont formés, qui ont entouré les stylets maxillaires. Le labium en C qui entoure tout ça, comme une gaine, si on veut. Et deux canaux. Donc, c'est là que je voulais apporter votre attention. On a deux canaux, un qui est alimentaire et un qui est salivaire. Et c'est justement dans le deuxième, lorsque l'insecte va justement injecter sa salive dans la plante pour sucer la sève, c'est là qu'il va avoir justement le transfert de potentiels virus, bactéries, micro-organismes qui va donner une maladie à la plante. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les pucerons. Puis d'ailleurs, c'est le prochain groupe que j'ai abordé. Et là, pucerons et compagnie, on pourrait faire un cours, imaginez, juste sur les pucerons, les cochenilles, les psylles, les aleurodes et tout ça. Et puis, il y aurait des choses à dire pendant 1 heure. OK?
très diversifié ces familles, ces différents groupes-là d'insectes qui sont miniatures et qui utilisent justement leur bec pour s'alimenter de la sève des plantes. Euh, il y a entre autres un groupe qui s'appelle les phylloxères qui font des galles. Ici, ce n'est pas, c'est pas encore celui-là, c'est le prochain ici. Regardez ça ici. Surtout sur les noyers, les carriers. On le voit, ils font des grosses galles, gros comme un 2 des fois. Et puis, l'apparence des galles va pouvoir permettre une identification, parfois même à l'espèce. Ce qui est particulier avec ces groupes-là, c'est qu'il y a même parfois une division du travail. Donc, un peu comme chez les fourmis, il y a des individus qui vont garder l'entrée, donc qui vont être soldats. Imaginez des pucerons soldats qui vont garder l'entrée, qui vont être légèrement plus gros et qui vont empêcher des prédateurs ou des parasitoïdes de rentrer dans la gale et de tuer tout le monde. Donc, toute la population. Ici, on en a une, regardez, qui est ouverte. On a des fois plusieurs centaines d'individus dans une seule gale, imaginez. Une gale qu'on va voir dans pas très longtemps apparaître, c'est celle du vinaigrier. Donc, ça va faire des espèces de boursouflures comme ça. Allez les voir si vous en voyez. C'est facile. Cueillez-les, ouvrez-les. Vous allez voir à l'intérieur, il y a plein de petits pucerons comme ça. C'est vraiment le fun à faire. Et ici, j'apporte votre attention vers un groupe des pucerons lanigères, entre autres, qui sont cachés dans leur production d'une espèce de production cireuse, même sucrée à un certain niveau, qui durcit lorsque c'est exposé à l'air et ça fait ces filaments blancs-là. Et en fait, il y a 3-4 pucerons en dessous de cette masse-là, imaginez-vous donc. Et puis, ils peuvent faire des colonies, couvrir carrément toute la branche. Et puis, on voit, seulement on se dit, bah, voyons, c'est quoi, il y a comme une espèce de neige sur mon arbre, mais en fait, sur mes branches d'arbre, mais en fait, ce sont des colonies de pucerons lanigères. Ils sont très intéressants. Et je vais vous montrer, pour finir, on va se laisser un petit 5 minutes pour les questions. Un peu un aspect fascinant des pucerons. Ils ont la capacité de se cloner. On va le voir dans pas très longtemps. Donc ici, une espèce qui est très commune, qui s'attaque aux légumineuses. Si vous avez un potager, vous en avez probablement déjà observé. Il y a plein d'espèces de pucerons, comme on vient de le voir. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noirs, il y en a qui ont toutes sortes de comportements particuliers aussi. La plupart du temps, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une femelle fondatrice. Donc, on les appelle fondatrices. Ils sont grosses, sont souvent ailées, parfois aussi, et ils vont être capables de produire une très grande quantité, justement, de bébés, de jeunes. Donc, ici, on a un début de colonie d'une espèce. On va les voir aller. Regardez ici l'espèce de femelle fondatrice, une fondatrice de colonie. Et elle ne pond pas des œufs. Les pucerons, en général, ne pondent pas d'œufs. Ils sont ovovivipares. Donc, il y a des œufs à l'intérieur qui ont rapidement se sont changés justement en petits bébés comme ça. Et lors de la sortie, sort pas des œufs, mais vraiment bien des petits juvéniles bien formés. Et dès qu'ils sont sortis, ils vont commencer à se nourrir. Et la particularité, c'est pourquoi les pucerons, en quelques semaines, en 1 ou 2 semaines, sont capables de former des grosses colonies, c'est justement cette capacité-là de se cloner. Donc, sans s'être accouplé avec un mâle, cette femelle-là a produit, on les voit à l'intérieur, les œufs, les jeunes qui se forment. Donc, on voit les yeux de la prochaine génération, si on veut, et ils vont sortir comme ça. Donc, c'est très rapide. Donc, par jour, elle peut, comme ça, sortir 6 à 10, voire 15 juvéniles comme ça. Et très rapidement, on peut se retrouver avec des quantités qui sont plus gérables. Et parfois, lorsque la densité augmente trop rapidement, lorsque les prédateurs, les conditions ne sont pas très favorables, eh bien, on peut voir des pucerons apparaître avec des espèces de boursouflements au niveau du thorax. Eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est que même si c'est des clones, en fait, on les voit les comparer ici, normal, et avec le boursouflement, c'est la future génération qui va être ailée. Donc, va sortir justement les adultes ailés, et c'est encore des clones. Et ils vont pouvoir voler et coloniser une autre plante. Et voilà.
Et puis évidemment, ben, il y a toute une gestion qui peut se faire. On sait souvent les pucerons sont protégés par les fourmis. Les fourmis, en fait, on voit une coccinelle qui en mange une ici, mais une coccinelle qui se retrouve dans une colonie de pucerons peut rapidement se faire pourchasser par des fourmis. Les fourmis les protègent, les pucerons. Pourquoi? Ben, parce que les pucerons leur offrent du miel. Donc ici, on va la voir, la fourmi, tapoter un puceron et ça va stimuler. Le puceron, lui, est plugué, si on veut, sur la plante. Hein. Il y a beaucoup de liquide, beaucoup de sève, et là, voilà. Elle a tapoté, il y a une petite gouttelette de miel, de liquide sucré qui est sorti de l'abdomen et la fourmi va se délecter de cela et peut le rapporter même à sa colonie. Donc, c'est pour ça que l'évolution a fait en sorte que il y a des millions d'années, les fourmis ont commencé à faire cette interaction-là avec les pucerons et ça a permis le développement de de plusieurs comportements mutualistiques de protection. Comme les vaches, comme nous, on élève les vaches, les fourmis élèvent, elles, des pucerons, un peu de la même manière. Ils aident même les femelles fondatrices à. Il y a même des fourmis obstétriciennes, si on veut, qui aident les femelles fondatrices à faire sortir leurs bébés pour pouvoir les placer. Donc, les fourmis vont même placer les juvéniles aux bons endroits. Et puis après ça, on va les protéger. Vraiment fascinant. Puis là, on va tout aller une gamme parasitoïde qui pond là-dedans. Mais ça, on va aborder ça quand on va être rendu aux hyménoptères. Et voilà, je vais laisser quelques minutes pour un peu de temps pour les questions. Il est déjà 9 heures, ça va vite. La semaine prochaine, on va terminer les hémiptères et je vais pouvoir enchaîner sur les coléoptères. On va d'ailleurs aborder chez les coléoptères les lucioles, qui fait partie d'un de nos essaims. Donc, j'espère que vous serez là, que vous serez à l'écoute. On a quelques personnes qui font partie du groupe des lucioles et c'est en ce moment, justement, c'est le moment de l'année pour ça. Je vais arrêter le partage ici et